18h30, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV à la une de l'actualité. C'est une première au Fénois, à quelques mois des très médiatisées épreuves olympiques de surf. Le Forum de la cybersécurité a ouvert ses portes ce matin à Papeete. Objectif, informer le grand public pour mieux prévenir les cyberattaques. Un sujet que nous aborderons également au plateau avec le délégué pour les Outre-mer de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Moïse Moyal, est notre invité. Puis nous nous rendrons à Moorea où s'est tenu le 5e Conseil des ministres délocalisés. Au centre des discussions avec la commune, la question de l'eau qui va nécessiter un coup de pouce du pays. Exploit confirmé pour les 18 rameurs de la Tawati Crossing 2e édition. Ils ont relié Tahiti à Wahine en 19h29. Une Dream Team emmenée par André Vohi et Mario Kawen que nous avons suivi. Avec près de 400 infractions en 2023, les cyberattaques ne sont pas prises à la légère en Polynésie. Le premier forum de la cybersécurité à la CCISM a permis aux spécialistes de la protection informatique de poser les menaces et les solutions adaptées. Et ce n'est pas un hasard si cet événement est organisé à quelques mois des épreuves de surf des Jeux Olympiques. Voyez plutôt ce reportage, il est signé Nicolas Pérez. Quand on parle cybersécurité en Polynésie, l'enjeu n'est pas de savoir si le Fénois est une cible, mais bien quand une attaque de masse s'abattra sur nos systèmes informatiques. Et selon les spécialistes, les Jeux Olympiques seraient propices à ce type de menace. Évidemment, ça donne des idées à des réseaux mafieux, terroristes, voire étatiques, qui voudraient nuire à l'image des Jeux Olympiques et pour y arriver, s'attaqueraient potentiellement à certaines entités de la Polynésie française. Donc oui, mécaniquement, on va avoir une augmentation du risque. On le sait, on s'y prépare et on s'y organise. Mais les JO doivent aussi permettre à la Polynésie de combler certaines lacunes grâce à l'appui d'experts. Effectivement, les Jeux Olympiques, c'est une opportunité pour nous de sensibiliser tous les acteurs, les décideurs, les entités qui travaillent avec nous, nos prestataires. On est accompagné très régulièrement par l'ENSI dans cette démarche, qui nous aide beaucoup, qui nous donne de l'information. On peut les solliciter quand on a des questions, des sujets qui nous inquiètent. Avec plus de 400 cyberattaques recensées en 2023 en Polynésie, ces intrusions auraient généré un préjudice financier d'environ 400 millions de francs. Si les spécialistes sont sur le pied de guerre en simulant en interne des attaques fictives, ils se penchent aussi sur les modes de communication de la population, porte d'entrée potentielle pour des cybercriminels. Une de mes préoccupations actuellement, c'est les téléservices. On augmente le nombre de téléservices pour les usagers. Dans les téléservices, il y a beaucoup de dépôts de pièces, donc des documents. Si ces documents ont des virus, en fait, ils déposent un document avec le virus dans nos systèmes d'information. Si des doutes persistent sur le nombre et l'origine de ces cyberattaques, cette interface créée par une société polynésienne est éloquente. C'est l'observatoire des attaques en temps réel, des cyberattaques. Donc chaque point, c'est le point de départ qui vient vers la Polynésie. Et donc on peut voir d'où vient et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent. Et il suffit d'observer quelques secondes cette carte interactive pour mesurer le nombre de tentatives d'intrusion ciblant en général des particuliers. La Polynésie, comme le monde entier, comme tout utilisateur qui a un téléphone, une tablette, est potentiellement intéressant pour un hacker. Si les cybercriminels sont actifs et réactifs, les institutions et entreprises du pays ne sont pas en reste. On couvre tous les aspects de la cybersécurité et on a des ressources locales très bonnes, très fortes. Et il y a des bons hackers, il y a des mauvais hackers. Et c'est une guerre perpétuelle, mais en tout cas, ça existe. Les Jeux Olympiques devraient donc accélérer cette menace venue des 4 coins de la planète. Selon les spécialistes, 70% des cyberattaques pourraient être évitées si chaque Polynésien adoptait des gestes simples de sécurité.
Des enjeux de la cybersécurité, on en parle plus en détail avec notre invité Moïse Moyal, délégué à la sécurité numérique pour les Outre-mer de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant toute chose, est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs la mission principale de l'ANSSI? Oui, l'ANSSI, en fait, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Et donc, la mission principale, c'est de protéger et défendre les intérêts de la nation par rapport aux cyberattaques. Alors, on le sait, malgré son isolement, la Polynésie est vulnérable face aux cyberattaques. Selon les experts, le niveau de cybersécurité au Fénois est assez faible. A-t-on suffisamment conscience ici des risques auxquels nous sommes exposés? Alors, la prise de conscience des risques est un effort permanent de l'ANSSI, également donc, au niveau de l'Hexagone. Et donc la création d'un premier salon dédié à la cybersécurité sur 3 jours est une excellente opportunité pour faire prendre conscience des risques à l'ensemble de la population, du secteur privé et du secteur public. Donc, un public élargi, pas seulement des spécialistes. Voilà, l'ensemble des publics est concerné. Donc, à partir du moment où on utilise tous le numérique, à titre personnel, à titre professionnel, on a besoin de se discipliner pour ces usages numériques. Et donc, ce salon a pour but de sensibiliser donc l'ensemble des acteurs à cette prise de conscience du risque cyber, comme vous l'avez évoqué dans votre reportage, et qui concerne la Polynésie française. Vous ne vous adressez pas de la même manière aux entreprises, aux spécialistes qu'aux scolaires, par exemple? Voilà, pas du tout. On a, en fait, pour parler cybersécurité, on a besoin d'avoir un langage adapté à chacune des populations. Donc, par exemple, on va rencontrer des étudiants vendredi, à qui on va présenter cette mallette donc, qui s'appelle Cyber Enjeu. Et on espère que cette mallette va pouvoir être utilisée dans les classes pour jouer à la cybersécurité. On va avoir pour les familles, on a un guide cyberfamille donc, qui est conçu avec notre partenaire cybermayence.gouv.fr, donc qui est aussi représenté dans le salon, et également d'autres outils qui sont beaucoup plus orientés vers les entreprises. Alors, les compétitions internationales, comme les épreuves des Jeux olympiques, sont un aimant à hackers. Il faut donc être davantage sur ses gardes. De quelle manière? Alors, il faut être toujours sur ses gardes et il faut se dire qu'en fait, on peut vraiment être attaqué. On peut être attaqué, sachant que l'objectif, c'est toujours de réduire l'impact d'une cyberattaque. C'est vraiment l'objectif. Et pour réduire l'impact d'une cyberattaque, il y a déjà de se protéger pour ralentir donc l'attaque et s'entraîner en cas de cyberattaque, être prêt à une cyberattaque. Et avec donc ces deux postures, on arrive à considérablement donc limiter les impacts des cyberattaques au sein des entreprises, ou alors au niveau des collectivités territoriales. Et justement, à l'approche des Jeux olympiques, l'ANSSI accompagne plusieurs entreprises polynésiennes. Oui, alors de manière générale, l'ANSSI s'est vu confier le pilotage en juillet 2022 par la Première ministre des JO. Donc c'est un grand événement, c'est un événement qui va rassembler 4 milliards de téléspectateurs, 10 millions de visiteurs, 15 000 athlètes. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour la France. Et dans ce cadre-là, on accompagne l'ensemble des territoires qui vont héberger les Jeux, dont la Polynésie française. Un accompagnement qui se fait donc avec un certain nombre d'audits que l'on va proposer à ces entreprises, mais également on va leur recommander de faire des exercices de crise pour être prêts en cas de cyberattaque lors de l'épreuve de surf en Polynésie française. Alors, lorsqu'on parle de cyberattaque, cela concerne la récupération de données personnelles ou encore l'usurpation d'identité. Il y a aussi les logiciels malveillants de rançon, par exemple. En Polynésie, on sait qu'il y a une hausse de 165% sur 5 ans de ces faits, des attaques qui peuvent avoir des conséquences importantes. Oui, alors il faut prendre chacune de ces attaques par rapport à leurs conséquences. Ce sont le vol de données personnelles, comme on peut imaginer, ça peut avoir un impact extrêmement important. Se voir voler son identité, c'est quelque chose qui peut être très pénalisant. On a également, donc, pourquoi est-ce qu'on vole des données personnelles? C'est pour les revendre, Ça, c'est des choses qui se pratiquent. Le rançongiciel, ça va
bloquer complètement l'entreprise. On va demander une rançon en échange d'une clé pour déverrouiller le système d'information et pouvoir continuer à l'utiliser. Donc il faut voir que ces attaques, ce ne sont pas des pannes informatiques. On a vraiment quelqu'un derrière qui va nuire à l'entreprise ou aux particuliers. Et on doit absolument prendre en compte cette dimension nouvelle aujourd'hui, je veux dire, de délinquance ou alors de cybercriminalité, comme on dit, qui touche l'ensemble de la population ou les entreprises du territoire. Mais pourquoi les JO spécifiquement sont une opportunité pour les hackers? Alors les JO, c'est une opportunité pour les hackers parce que c'est une vitrine. C'est une vitrine. Et 4 milliards de téléspectateurs, voilà, c'est une vitrine, comme vous le dites. Et donc, on a aujourd'hui, au niveau des JO 2024, on se retrouve avec un système informatique qui est construit pour les JO, qui est extrêmement complexe, où on doit à la fois avoir une billetterie, on doit avoir des systèmes d'hébergement, on doit avoir bien sûr des systèmes de retransmission. Donc ça crée ce qu'on appelle une surface d'attaque informatique qui va faciliter aujourd'hui les hackers, qui vont aider les hackers, qui vont faciliter le travail des hackers et qui vont en profiter pendant la compétition pour essayer soit de voler des données personnelles, comme vous l'avez dit, soit de bloquer une épreuve. Donc on peut tout imaginer pendant les JO, et on a tout imaginé en préparation des JO. Prudence donc. Prudence. Merci beaucoup Moïse Moyal pour ces éléments d'information et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous remercie. Au palais de justice ce mercredi, Karl Meul, condamné à de la prison ferme. L'ancien patron de la CEP, aujourd'hui appelé Fenouama, s'est finalement désisté de son appel ce matin. Fin 2022, il avait été condamné à 3 ans de prison ferme et 8 millions de francs d'amende pour détournement de biens publics, prise illégale d'intérêts et faux. Également condamné en première instance, les hommes d'affaires Dominique Oroa et Hubert Haddad ont eux maintenu leur appel. Ce dernier avait reçu des avantages de la CEP via son groupe 2H. Un préjudice évalué à plusieurs dizaines de millions de francs par l'avocat des parties civiles, Maître Jourdain, qu'on écoute au micro de Joseph Poulain. Ce dossier, effectivement, a été mis en lumière par la Cour territoriale des comptes qui faisait état donc d'une gestion de la CEP à l'époque, qui était cette société d'économie mixte pour le ramassage des ordures, une gestion totalement déplorable et des postes financiers qui étaient hallucinants en termes de dépenses. C'est vrai que ce dossier est un pendant de celui que l'on a appelé de l'annuaire OPT, effectivement, où on retrouve les mêmes protagonistes, les mêmes méthodes, et c'est vrai que c'est des dossiers qui sont maintenant assez anciens et qui font référence à une période financière assez troublée du FENUA. Voilà, et retrouvez l'article détaillé sur notre site tntvnews.pf. Après Paea, c'est au tour de Moorea d'accueillir le 5e Conseil des ministres délocalisés. Et comme souvent, ce sont les besoins de la commune hôte qui sont au cœur des discussions, dont la question fondamentale de l'eau sur une île qui voit sa population augmenter. Naya Bennett était sur place. À l'heure actuelle, l'île de Moorea est desservie à 75% en eau potable. Un chiffre plutôt honorable sur le papier, mais qui peine à satisfaire les besoins de Moorea. Car l'île sœur a vu sa population passer de 7 000 habitants il y a plus de 15 ans à 20 000 habitants aujourd'hui. Un chiffre qui augmente encore lors des longs week-ends. Pour y répondre, la commune avait un temps lancé une étude de caractérisation géophysique des ressources en eau souterraine en 2021. Une étude qui s'est arrêtée 2 semaines à peine après son lancement pour des raisons techniques notamment. C'est un problème d'hélico, de charge d'hélico. Il y a un équipement à mettre sous un hélico qu'on n'a pas pu faire. Donc on essaie de trouver des solutions pour ça. C'est un projet qui engage une trentaine de millions. Plus récemment, on a aidé la commune pour l'acquisition d'une nouvelle navette entre Moorea et Mayor à hauteur de 40 millions. Et au total, depuis un peu plus de 10 ans, c'est 730 millions, je crois, qui ont été accordés à la commune de Moorea et Mayor via la DDC. Pas question pour autant d'abandonner ce projet auquel s'est greffée la commune de Bora Bora. Si au départ un budget de 95,6 millions de francs avait été alloué pour cette étude, une rallonge est aujourd'hui nécessaire et celle-ci est conséquente.
C'est un projet qui nous tient à cœur. La solution qui a été identifiée, c'est de faire appel à un appareil, donc un hélicoptère qui viendrait de l'Australie. Et cette solution engendre un surcoût. Donc aujourd'hui, on a sollicité directement le soutien du pays au travers de la DDC pour prendre en charge le surcoût qui a généré dans le cadre de cette opération. C'est un surcoût qui s'élève à combien? 84 millions. En attendant le feu vert du pays pour cette rallonge financière, la commune de Moria-Mayo peut déjà se satisfaire de l'avis favorable concernant l'acquisition d'un terrain sur Te-Avaro, terrain où sera construite une 3e usine de potabilisation de l'eau. Toujours à Moorea, la présence du gouvernement pour l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'hôpital a permis d'échanger sur un sujet délicat, celui du gel de la fonction publique qui a jeté un froid dans le milieu de la santé. Et si la ministre du Travail a déjà rassuré les professionnels du secteur en promettant de les préserver, ces derniers demandent toujours une réforme de la branche médicale du statut de la fonction publique. On écoute à ce propos le président Mwetai Broderson. Il est interrogé par Naya Bennett. La santé est au cœur de nos priorités, puisqu'on l'a dit, il faut un peuple en bonne santé pour bâtir ce pays. S'engager pour la santé, notamment en matière de prévention, c'est également diminuer à terme nos dépenses de santé qui sont en train d'exploser depuis bien trop longtemps. Donc ce n'est pas ce gouvernement qui va mettre en danger le secteur de la santé ou n'importe quel secteur de l'administration. Ce qu'on veut essayer de faire, l'objectif de cette circulaire, c'est de rationaliser les embauches. Et donc pour ce faire, on édicte des règles de principe. Ensuite, voilà, chaque ministère évalue ces situations particulières, les fait remonter pour qu'on ait cette flexibilité nécessaire pour ne pas obérer le fonctionnement des services et des établissements. Voilà pour l'actualité politique locale. On part à présent pour Paris, où le salon de l'agriculture a débuté sous haute tension cette année. Cela n'a pas empêché les visiteurs de profiter du pavillon de la Polynésie, un espace dédié à la publicité de nos produits locaux. Julien Panafieux et Wallis Glaise ont fait un tour, regardez. Ce sont des images peu communes pour le traditionnel salon de l'agriculture. Samedi, un véritable chaos s'est installé au tout premier jour de l'événement. Collision entre la visite du président Emmanuel Macron et le mouvement de grève des agriculteurs français. Depuis, la vie du salon a repris son cours. Parmi les exposants polynésiens, certains constatent un manque d'engouement chez les visiteurs depuis les échauffourées. Je pense que les gens ont un peu peur de venir au salon et donc on le ressent par rapport à la fréquentation. Ensuite, on a changé d'emplacement sur le pavillon, donc ça peut perturber aussi certains visiteurs pour nous retrouver sur le pavillon polynésien. Heureusement, la danse polynésienne permet souvent d'alléger les esprits. Le pavillon polynésien rassemble cette année 17 exposants sur une surface d'environ 130 mètres carrés. On y retrouve chocolat, vanille ou encore le rhum. Le rhum, un produit aux multiples saveurs toujours apprécié par les visiteurs. Encore mieux que l'année dernière. Là, j'ai découvert autre chose que l'année dernière encore. Vous avez goûté lequel là? Là, j'ai goûté le coco que je n'avais pas goûté l'année passée. L'année dernière, il y a aussi le rhum vanille. Le rhum vanille aussi qui est excellent. Et voilà, c'est différent. C'est ça. Et il y a, je félicite parce qu'il y a quand même du boulot, il y a du travail, il y a la recherche. Un goût unique récompensé. L'année passée, la distillerie Moux avait obtenu plusieurs prix pour son rhum au concours général. David Moux a été le premier à relancer la culture de la canne à sucre polynésienne et il nous livre les secrets de la réussite de son rhum. Cette année aussi qu'on a fait des recherches pour faire des rhums arrangés et améliorer le rhum. Et on distille avec l'alambic. L'alambic, on peut le couper quand on ne veut plus. Tandis que les autres, je pense, ils distillent avec la colonne de distillation où on lance et c'est toujours la même chose, c'est standard, quoi. Ce salon n'est pas qu'une exposition, c'est un lieu où se tissent des relations économiques. La Chambre d'agriculture lagunaire a bien saisi l'importance de ce rendez-vous. Il faut se rendre compte que pour développer un territoire comme la Polynésie, on a besoin de s'appuyer en fait sur des partenaires. Et on se rend compte aussi qu'on est dans, par exemple, le pavillon des Dom-Tom et que nos partenaires des Outre-mer ont les mêmes problématiques que nous. Les problématiques en approvisionnement en intrants, les problématiques sur les prix, les problématiques sur le développement. Et en fait, en travaillant ensemble, c'est vraiment plus pratique pour trouver des solutions communes. L'année prochaine, la Chambre agricole de la Polynésie
espère pouvoir intégrer les producteurs de miel au sein du pavillon Polynésie. Sur le salon, la visibilité est capitale pour la filière agricole polynésienne. Producteurs de vanille, de rhum ou encore de perles, tous l'affirment, la priorité est de développer les ressources naturelles de la Polynésie. Retour au Whenua, où malgré une connexion Internet encore fébrile, les collégiens de Hao préparent le Heiva Taurea par visioconférence. À distance, ils suivent des cours avec le Conservatoire artistique de Tahiti. Devant sa webcam, le professeur de chant lyrique Peterson Cowan les aide à trouver la note juste. Reportage de Thomas Chabrol. Il lui faut avoir l'ouïe fine pour écouter les paroles des collégiens avec la connexion Internet capricieuse au Tuamotu. Peterson Cowan prend à bras le corps l'enseignement du chant au 4e et 3e de Hao. Une fois les micros et interfaces branchés, le lien social, pédagogique et musical peut se tisser. C'était une idée qui, moi, m'a paru tout à fait essentielle et effectivement, on a proposé et j'ai vu les élèves à plusieurs reprises en visio. Et ensuite, je suis allé sur place de fin janvier à début février pour faire du coaching directement sur place et il y avait une continuité de ce travail. Sur l'atoll, le professeur de chant a réécrit les partitions des chants à la fois pour les choristes et les musiciens. Ces cours permettent à 6 élèves volontaires de parfaire leur technique vocale. Est-ce qu'on peut refaire les garçons et les filles? Chaque mardi, ils suivent cette visioconférence en plus de leurs cours de musique au collège. Ce partenariat entre leur établissement et le conservatoire a débuté en octobre dernier. Nous avions constaté surtout que les îles étaient un peu laissées à l'abandon. Il n'y a pas, par exemple, les dispositifs comme il existe sur Tahiti, Shamshad. Et donc, nous avons voulu, avec nos propres moyens, avec les moyens du bord, essayer d'abord de mettre en place cette visioconférence pour les cours. Le collège est aussi confronté aux problèmes techniques récurrents de débit Internet. Parfois, il est impossible d'assurer le cours en visioconférence, mais ces jeunes continuent de chanter et jouer de la musique. Ce dispositif d'éducation artistique et culturelle est un levier pour gagner en confiance. C'est un travail de couleur vocale, c'est un travail de dépassement de soi, c'est aussi un travail de mise en espace et en fait de valoriser leurs compétences qu'ils ignorent ou qu'ils ont un peu de mal parce qu'ils sont timides. Donc ils passent le cap de la timidité par ce coaching de proximité. Le Conservatoire artistique souhaite étendre à la rentrée prochaine ses cours de chant en visioconférence aux autres archipels. Et avant de se quitter, retour sur cet exploit sportif réalisé lors de la Tawati Crossing 2e édition. 19h29, c'est le chrono qu'ont fait les rameurs du concept Vohi pour relier Tahiti à Huahine en V12. Ils étaient 18 rameurs des quartiers prioritaires de Erima, Veitavatava et Otumauro. Départ de Tahiti mardi à minuit 30, arrivé hier soir à Huahine. Ndieb les a suivis sur les 200 km de traversée. Reportage. Il est 20h lorsque la Tawati Crossing arrive à Faré sur l'île de Huahine. C'est la délivrance pour la Dream Team emmenée par André Vohi et Mario Cohen. C'est mardi à 0h30 que la Tawati Crossing a quitté Aroué en pleine nuit. Pour la visibilité, des petites lampes ont été installées sur l'embarcation. Les 12 premiers rameurs démarrent le périple. Pour l'occasion, 2 rameurs confirmés de Huapou sont venus prêter main forte à l'expédition. Et parmi les jeunes des quartiers prioritaires, Tutavak et Rangivaru, un parava de Makemo. Leur point commun, une détermination à relever le défi. C'est une expérience aussi à vivre, ramer avec des gens comme ça, ramer de longue distance et partager aussi avec le savoir-faire, la connaissance. Ils ont beaucoup d'expérience et ça ne peut que me servir pour la suite. C'est pas la porte à côté, c'est 200 mètres. Il faut apparaître dans le mental. C'est montrer à la jeunesse que même avec le peu, on peut réussir. Et comme ce n'est pas une course, dès que la fatigue est trop forte, de nouveaux rameurs prennent la relève. L'opération est périlleuse dans la nuit noire au large. Une certaine vigilance s'impose. Au lever du jour, la Tawati Crossing a dépassé l'île de Moorea. Les changements de rameurs s'enchaînent et les kilomètres sont engloutis les uns après les autres. Une épreuve autant physique que mentale.
C'est dur, le rêve s'est réalisé. Ouais, Merci beaucoup à Wohi et son équipe de nous avoir pris mais dans le groupe. Ça fait mal, Il y a encore du chemin, mais sinon, on est bientôt arrivé. À la tombée de la nuit, l'île de Huahine apparaît enfin. De quoi redonner un élan de motivation à la team pour achever cet interminable périple en 19h29. Ce matin, les challengers de la Tawati Crossing ont été accueillis à bras ouverts par la commune de Huahine. Défi relevé pour ces jeunes des quartiers prioritaires, le concept Wohi leur réserve d'autres challenges. Un événement auquel se sont également greffés les rameurs de Tumar Ava et de Fareara. Ils ont relié Huahine à Rayatea pour un final au marais de Tapu Tapu Atea. Nous voilà au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h suivi des grandes signatures. Ce soir, Tiarenui Pahuiri Philippon reçoit notre collègue récemment médaillé André Wohi. Et finissez avec les premiers épisodes de la mini-série Sam. À tous, une agréable soirée. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.